Je m'appelle Isabella. J'ai 36 ans et je vis dans une petite ville tranquille en périphérie de Denver, au Colorado. Je travaille comme assistante comptable pour un fournisseur d'équipements médicaux, tout en gérant notre petit foyer. Pas d'enfants, pas de bruit, juste mon mari, Tyler, et moi. Tyler a le même âge que moi. Il est chef d'équipe de vente dans une grande agence immobilière. Il a une apparence soignée, une voix persuasive, toujours vêtu de chemise impeccable, avec une trace de parfum coûteux quand il passe. Aux yeux des autres, je dois probablement sembler chanceuse. Mais ils n'ont aucune idée à quel point il fait froid à l'intérieur de cette maison. Aujourd'hui aurait dû être un jour spécial, le 12 juin, nos 8 ans de mariage et les 36 ans de Tyler. J'ai pris un après-midi de congé, j'ai roulé plus de 30 minutes juste pour trouver son vin rouge préféré, et je me suis arrêté dans une boucherie spécialisée pour choisir un morceau de côte courte de Wagyu. Je ne suis pas une excellente cuisinière, mais j'ai fait tout mon possible pour rendre ce dîner mémorable. J'ai suspendu des guirlandes lumineuses autour du balcon, étalé une nappe couleur ivoire, et disposé les couverts en parfait ordre. Le gâteau personnalisé que j'avais commandé était prêt dans le réfrigérateur, un simple gâteau avec un glaçage lisse à la vanille et un petit message dessus, à Tyler, joyeux anniversaire et joyeux anniversaire de mariage. Vers 19 h, j'ai ajusté ma robe, mis un peu de parfum et me suis assise pour attendre. Je croyais qu'il rentrerait à la maison. À 20 h, j'ai allumé les bougies. À 21 h, j'ai envoyé un message, j'attends. Pas de réponse. À 21 h 30, j'ai appelé. 5 sonneries, puis la messagerie vocale. À 22 h 35 précise, j'ai reçu un court email de Tyler. Désolé, grosse urgence client. Je dois rester au bureau. On se rattrapera plus tard. Pas de merci. Pas de joyeux anniversaire de mariage. J'ai posé le téléphone sur la table. Les bougies s'étaient éteintes depuis longtemps. Le gâteau était toujours intact dans le réfrigérateur, et je suis resté figé dans la lueur dorée des lumières de la salle à manger, tenant toujours la serviette pliée que j'avais préparée pour lui. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est déréglé. Cette nuit-là, j'ai tout rangé, emballé la viande et les stocké. J'ai décroché les lumières, essuyé la table. Personne n'a profité du dîner. Il n'y avait personne avec qui célébrer. Je me suis couché vers minuit, toujours dans la robe froissée que j'avais choisie pour la soirée. J'ai essayé de dormir, mais l'image de ce court email froid continuait de me traverser l'esprit comme une lame émoussée. Ce n'était pas la première fois que Tyler rentrait tard, ni la première fois que j'attendais jusqu'à ce que mon corps soit douloureux. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une intuition silencieuse et insidieuse, comme une brise froide le long de ma colonne vertébrale. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé travailler comme d'habitude. Mais toute la journée, il n'y a pas eu un seul message de mon mari. J'ai essayé d'appeler, juste d'autres sonneries. NG. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. À midi, de plus en plus inquiète, j'ai appelé le bureau de Tyler. La réceptionniste a hésité un instant, puis a dit « Oh, il a démissionné il y a 3 jours. » Il n'a laissé aucune information de contact. Je suis resté figé dans le couloir de mon propre bureau. L'air autour de moi s'est épaissi. Mon cœur battait la chamade tandis que les souvenirs affluaient, comme un film à l'envers. Et soudain, j'ai compris que ce n'était pas une question de travail ou de client. Il avait choisi de disparaître. Et moi, sa femme depuis 8 ans, j'étais la dernière à le savoir. Juste après le travail, je me suis précipité chez moi. Chaque tour de roue me donnait l'impression de lutter contre une marée montante. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement au 3e étage, l'endroit qui me semblait autrefois un havre de paix, maintenant empli d'un silence suffocant. Mes yeux sont immédiatement tombés sur le porte-chaussures, un vide flagrant dans la 2e rangée. Les chaussures en cuir marron préférées de Tyler avaient disparu. J'ai appelé « Tyler ». Pas de réponse. Je me suis précipité dans la chambre et mon cœur a coulé comme une pierre. Il se tenait au milieu de la pièce, à côté d'une valise ouverte. Des vêtements jetés rapidement dans un sac de sport, un costume bleu marine, une cravate, une paire de chaussures habillées neuves, encore étiquetées. Des articles qu'il ne portait jamais lors de réunions habituelles. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, ma voix étranglée. Tyler m'a regardé comme si j'étais une étrangère. « Tu es rentré ?» a-t-il dit d'un ton monocorde, puis a continué à faire sa valise. Je me suis approché. « Où vas-tu ?» Prochaine étape,
a-t-il dit avec désinvolture. J'ai accepté un nous. Vos postes à Albuquerque. Quoi? Je me suis figé. Tu as quitté ton travail sans me dire un mot. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sorti une mince chemise de son sac et l'a posée sur la table. Il l'a ouverte. La première page était des papiers de divorce. Je suis resté immobile. Tyler, qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé avec des yeux d'acier. Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. De quoi parles-tu? J'ai haleté, incapable d'y croire. Tu fais toujours passer le travail avant tout. La maison est poussiéreuse. Tu ne cuisines que le week-end. Tu ne te soucies plus de moi. J'ai serré les papiers. J'ai essayé. Tu rentres tard en disant que tu as déjà mangé. Je cuisine. Tu l'ignores. Je nettoie. Tu me dis de ne pas toucher à ton bureau. Et maintenant tu me reproches de ne pas remplir mes devoirs. Ne parle pas de choses insignifiantes, a-t-il claqué. Tu ne fais que des excuses. Une vraie femme n'a pas besoin de rappel. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu parles comme si je restais assise toute la journée. Je travaille. Je paie la moitié du loyer, mais personne ne me prépare le dîner. Personne ne me demande si je vais bien, et je ne me suis jamais plainte. Tyler a plissé les yeux. C'est ton choix. J'ai fait le mien. Il a fermé la valise et s'est dirigé vers la porte. J'ai loué un appartement près du nouveau travail. Je commence la semaine prochaine. Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai bloqué la porte. C'est tout. Aucune excuse, aucune explication. Après 8 ans, je ne te dois rien, dit-il, puis il me dépassa sans un regard en arrière. La porte se referma derrière lui dans un claquement sec, définitif et froid comme le coup de marteau d'un juge. Je m'effondrai sur le sol, serrant toujours les papiers du divorce, les mains tremblantes. 2 jours plus tard, je reçus un appel du bureau de gestion de l'immeuble. Madame Isabella, nous venons de recevoir une demande de transfert de bail. Le titulaire actuel du bail a demandé à résilier le contrat. Je me figeai. Qu'a-t-il dit? Demandai-je. Il avait juste laissé un mot. Je n'habite plus ici. La personne qui reste devra vider les lieux et déménager avant la fin du mois. Aucune discussion, aucun message. Cette nuit-là, je fouillai dans le tiroir de notre vieux bureau et trouvai les reçus de tous les meubles. Presque tout, du canapé au réfrigérateur, était à mon nom. Les seules choses qu'il avait prises étaient des vêtements et quelques petits appareils technologiques. Tyler était parti comme un étranger, mais c'est cette froideur même qui m'a finalement réveillé. Je regardais autour de l'appartement. Tout était encore là, sauf le mariage. Je ne signai pas les papiers du divorce tout de suite. Ils restèrent sur la table pendant 3 jours, comme une éraflure qui n'avait pas encore commencé à saigner. Chaque fois que je passais devant, je m'arrêtais et les fixais comme si une raison pouvait apparaître entre ces froides lignes tapées. Mais plus je regardais, plus cela devenait clair. La seule explication était le silence brutal de Tyler lorsqu'il était parti sans un mot. Le samedi soir, je reçus une notification d'un groupe d'anciens amis, pour une réunion de lycée des 18 ans dans une brasserie artisanale du centre-ville de Denver. J'avais autrefois hâte d'y être, j'avais même payé les frais de réservation un mois auparavant. À l'époque, j'imaginais me présenter avec Tyler, main dans la main, un couple stable parmi ceux qui luttaient ou étaient divorcés. Maintenant, il n'y avait plus que moi et une douleur sourde qui s'enfonçait profondément. J'ai failli ne pas y aller. Mais après avoir regardé mon visage fatigué dans le miroir, y décelant encore une trace de dignité, je m'habillai. Une simple robe noire, du rouge à lèvres couleur lit de vin, les cheveux attachés. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais juste pour me rappeler que j'existais encore. J'étais encore assez forte pour entrer dans une pièce bondée sans scier. La brasserie Moonlight était aussi bruyante et animée que dans mes souvenirs d'adolescence. Des rires, le tintement des verres, et le murmure de vieilles histoires résonnant de tous les coins. Je m'avançai dans le bruit, me sentant d'abord déplacé jusqu'à ce qu'un regard familier m'arrête. Et, Isabella. Je me retournai. C'était Nathan, le gars qui jouait de la basse dans le groupe du lycée. Maintenant, il avait une légère barbe de 3 jours, un air chaleureux et posé. Je ne t'avais presque pas reconnu. Il sourit en me tendant une bière. Toujours la dernière à arriver, hein?
Nous nous assîmes à une petite table nichée dans le B. Nathan a partagé qu'il était divorcé depuis 3 ans, élevant seul sa fille de 6 ans. Pas d'amertume, pas de mélodrame, juste des vérités sereines partagées comme entre deux adultes à mi-parcours de leur vie. Quand il m'a interrogé sur Tyler, j'ai répondu simplement « Nous divorçons ». Pas de pitié. Nathan a hoché la tête, puis a changé de sujet. Et j'ai été silencieusement reconnaissante pour cela. Ce soir-là, en rentrant chez moi dans la fraîcheur du début d'été du Colorado, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson a passé. Astérisque it's not right, but it's ok astérisque. Les paroles m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine, faisant remonter une cascade de souvenirs. Des dîners froids laissés intacts. Des messages non lus et des étreintes qui s'étaient évanouis dans le néant. Toutes ces années, je me suis répété, Tyler est occupé. Je devrais être plus compréhensive. Je dois juste faire plus d'efforts. Mais face à la dure réalité, j'ai réalisé que j'avais vécu comme une ombre, trouvant toujours des raisons d'excuser la négligence de quelqu'un d'autre. Dimanche matin, alors que je préparais le café, mon téléphone a sonné. L'écran s'est illuminé, Tyler. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. J'ai informé l'agence immobilière que nous mettions fin au contrat d'ici la fin du mois. Tu devrais commencer à faire tes bagages, a-t-il dit, d'une voix neutre, comme un ordre. Je suis resté calme. Tu ne penses pas que tu aurais dû demander si j'avais un autre endroit où aller? Tu es une adulte. Débrouille-toi, a-t-il répliqué sèchement. J'ai posé ma tasse et j'ai parlé lentement. Bien. Je vais signer. Tyler est resté silencieux. Et ne m'appelle plus, ai-je dit fermement. Ne me parle pas comme si j'étais encore celle qui tenait ta maison en ordre. Toujours aucune réponse. J'ai raccroché. Sans hésitation. Je me suis assise à table. Mes yeux ont parcouru les papiers du divorce. Puis, comme pour clore un chapitre qui avait pourri depuis longtemps, j'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom. Pas un seul tremblement dans ma main, pas une seule larme, juste de la clarté. Après tant d'années obscurcies par des promesses creuses. Exactement une semaine après que j'ai déposé la demande de divorce par l'intermédiaire de mon avocat, Tyler m'a envoyé un email vers 22 heures. L'objet ne contenait qu'un seul mot, preuve. Je l'ai ouvert. Avant même que je ne puisse lire la première ligne, une photo m'a sauté aux yeux. Un certificat de mariage. Époux, Tyler Robert James. Épouse, Marissa Ellis Whitmore. Estampillé en rouge foncé en bas. Comté de Bernelo, Nouveau-Mexique. Date d'enregistrement. Exactement un jour après que le tribunal a prononcé notre divorce. Avant que je ne puisse réagir, mon téléphone a sonné. Il a appelé juste après l'envoi. J'ai décroché. La voix de Tyler est arrivée, étrangement triomphante. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je me suis remarié. La vie n'a jamais été aussi belle. Je n'ai pas parlé. J'ai juste écouté. Et au plus profond de moi, quelque chose a commencé à changer, silencieusement. Elle s'appelle Marissa, 36 ans, tout comme toi, mais elle est mature, douce, et, il a marqué une pause, si belle que tu serais jaloux. Je suis restée silencieuse. C'est la fille unique de la famille qui possède la chaîne immobilière Whitmore à Santa Fe. Ses parents nous ont construit une petite maison près des Southern Hills. Et le travail? Sa famille m'a aidé à devenir vice-président exécutif de sa société. C'est donc pour ça que tu avais besoin du divorce si rapidement, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Pas entièrement, a-t-il répondu. Je ne pouvais tout simplement pas continuer à vivre avec une femme qui faisait toujours passer le travail avant tout et négligeait son rôle d'épouse. J'ai laissé échapper un léger rire. Et ta nouvelle femme? Elle ne travaille pas. Elle a choisi de s'occuper du foyer. Et nous attendons une petite fille, a dit Tyler d'un air suffisant. Elle est enceinte de 3 mois. Chaque phrase qu'il prononçait était comme une lame émoussée sectionnant le dernier fil qui m'avait autrefois rattaché à ce mariage. Mais au lieu de la douleur, tout ce que je ressentais était un calme vide. Marissa Whitmore. J'ai répété le nom après avoir raccroché. Ce n'était pas inconnu. J'ai ouvert Facebook et je l'ai tapé. Son profil est apparu presque instantanément. La photo de profil montrait une femme éblouissante avec de douces vagues blondes, des yeux bleus perçants et un sourire qui pouvait faire se sentir petit n'importe qui. J'ai fait défiler et puis à la 10e photo,
Je me suis figé. Marissa était la fille qui avait été au lycée avec moi pendant 3 ans. À l'époque, son nom était Marissa Ellis, pas Whitmore. Elle était maigre, avait des yeux bridés, un nez plat et une peau tachetée à cause des allergies au maquillage. Elle avait l'habitude de s'asseoir au fond, parlait à peine et était souvent chicanée par ses camarades de classe. Impossible. J'ai rouvert la photo de mariage que Tyler avait envoyée par email. La mariée sur cette photo ressemblait à une personne entièrement différente. Il ne restait aucune trace de l'ancienne Marissa Ellis. Mais je me souvenais de ses yeux, de cette dent légèrement tordue dont on se moquait d'elle. Des dents de lapin. La façon dont elle regardait toujours par terre en traversant le couloir. Hier. Comment aurais-je pu oublier? J'ai appelé Lana, ma meilleure amie du lycée. Tu te souviens de Marissa Ellis? Ai-je demandé. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Lana a ri. Non seulement je me souviens d'elle, mais j'ai encore une photo d'elle de notre dernière année. Pourquoi la mentionnes-tu soudainement? Je lui ai tout raconté sur Tyler, sur le nouveau mariage, la maison offerte, le titre de cadre supérieur acquis comme par magie. Lana n'a pas été surprise. Elle a complètement changé après avoir déménagé à New York pour étudier l'art. Elle a subi de multiples chirurgies esthétiques. Menton, nez, yeux, mâchoire. Les gens l'appelaient aussi Marissa. Mais sa personnalité est restée la même. Silencieuse, calculatrice et très stratégique quant aux personnes à qui elle s'accroche. Je n'ai rien dit. Il y avait une rumeur selon laquelle elle s'était impliquée avec un architecte marié beaucoup plus âgé à Brooklyn, a ajouté Lana. Puis elle est retournée au Nouveau-Mexique et a ouvert une galerie d'art. J'imagine qu'elle a passé un cap maintenant. Je n'avais plus de questions. Ce soir-là, j'étais assise dans mon salon, fixant la photo de mariage de Tyler et Marissa. Tout dans le cadre scintillait. Des fleurs, une robe blanche, des dents parfaitement alignées dans son sourire éclatant. Mais je savais que derrière tout cela se cachaient des couches de maquillage, une image soigneusement construite et un motif bien dissimulé. Et il avait choisi ça. Une semaine après l'appel vantard de Tyler, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était court. Isabella, es-tu libre? J'ai besoin de parler. C'est sérieux. Je savais exactement de qui il s'agissait. Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, il a appelé. J'ai décroché, non pas par intérêt, mais parce que quelque chose me disait que ça vaudrait la peine d'écouter. Marissa a accouché, a dit Tyler immédiatement. Une petite fille. Je l'ai entendu déglutir difficilement, puis le silence. J'ai attendu. Elle ne me ressemble pas, ni à Marissa. En fait, elle ne ressemble à aucun de nous deux. J'ai serré le téléphone plus fort, les lèvres pressées l'une contre l'autre pour m'empêcher de rire. Peut-être qu'elle tient de quelqu'un de ta famille, ai-je suggéré, légère comme l'air. Non, j'ai pensé ça aussi. Mais Isabella, tu te souviens quand tu as ri de façon hystérique après que je t'ai parlé de Marissa? Tu savais quelque chose, n'est-ce pas? La voix de Tyler a soudainement monté, nerveuse et paniquée. Je me suis adossé à ma chaise, un léger sourire narquois sur les lèvres. J'ai juste trouvé ça intéressant, ai-je répondu, retenant l'acidité de mon ton. Arrête de plaisanter. J'ai fait un test ADN. Le bébé est le mien, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne ressemble-t-elle à aucun de nous deux? Je n'ai dit ça à personne d'autre qu'à toi. Tu as ri comme si tu savais quelque chose. S'il te plaît, dis-moi. J'ai doucement ri. Ma voix était calme. Tu te souviens de ton album de fin de lycée? Silence. J'ai continué. Je l'ai trouvé en emballant nos affaires dans l'ancien appartement. Il était enfoui au fond de ton tiroir de bureau, couvert de poussière. Tu fouillais dans mes affaires? Tyler a eu l'air légèrement irrité. Non, je nettoyais comme tu l'avais demandé, ai-je souligné. Et quand j'ai ouvert cet album, j'ai été sidéré. Un garçon aux cheveux bouclés, aux yeux plissés, aux dents de travers et à la peau couverte d'acné. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que c'était toi. Tyler a expiré lentement. Je me suis toujours demandé pourquoi en 8 ans tu ne m'avais jamais présenté tes amis de fac. Pourquoi tu as insisté pour un petit mariage sans amis, pourquoi il n'y avait pas une seule photo d'adolescence chez nous. Maintenant je comprends. J'ai changé par insécurité, a-t-il dit doucement. Non, ai-je répondu.
Tu as changé parce que tu voulais vivre une nouvelle vie, mais tu as oublié une vérité simple. La génétique ne peut pas être modifiée. Le silence s'est étiré entre nous. Tu penses que j'ai honte de ce que j'étais? Non, ai-je dit. J'ai de la peine pour un enfant innocent qui va grandir avec 2 P. Aaron qui ne pouvait pas être honnête. Tu as caché ton passé. Marissa aussi. Et maintenant, tu es surpris que ta fille ne ressemble pas aux versions édulcorées que vous avez tous les deux construites. Tu penses qu'elle va ressembler à cette ancienne version de moi? La voix de Tyler a tremblé. Personne ne le sait, mais elle portera ce qu'il y a de vrai en toi. Ton sang, ton ADN, tout ce que tu as essayé d'effacer. Je l'ai entendu inspirer profondément. Et Marissa? Ai-je demandé, l'interrompant une dernière fois. Elle a pleuré, a dit qu'elle était épuisée par l'accouchement. Mais tu sais ce qui est pire? C'est qu'elle ne veut pas tenir le bébé. Chaque fois qu'elle regarde le visage de l'enfant, elle se détourne. Hier, sa mère a dû intervenir et tenir le bébé parce qu'elle refusait. Je ne sais pas quoi faire. Je suis restée silencieuse. Une lourdeur amère m'est montée à la poitrine. Pas pour Tyler, mais pour un enfant déjà rejeté par les personnes mêmes qui l'ont mis au monde. J'ai baissé la voix. Tu as dit un jour que j'avais échoué en tant qu'épouse parce que je n'étais pas prête à me sacrifier. Mais celui qui rejette son rôle de père, c'est toi. Tyler a soupiré, peut-être sur le point de parler à nouveau, mais je l'ai arrêté. Tu n'as pas besoin de mes conseils. J'espère juste que tu ne projetteras pas ta honte sur ce bébé. Elle n'a rien fait de mal. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Puis j'ai bloqué son numéro. Il n'y avait plus rien que j'ai besoin d'entendre. Près d'1 an après ma dernière conversation avec Tyler, je me souvenais à peine de sa présence dans ma vie. Non pas parce que j'avais essayé d'oublier, mais parce que la vie que j'avais construite après lui avait rempli chaque vide qu'il avait laissé. J'ai emménagé dans un petit appartement à Boulder, à seulement 10 minutes à pied du bureau. Le balcon donnait sur des collines verdoyantes, avec juste assez de soleil pour cultiver quelques pots d'herbes aromatiques. Les matins n'étaient plus une source d'appréhension. Je me levais tôt, faisais du café et respirais. J'ai gardé mon emploi actuel, mais j'ai réduit mes heures. J'ai choisi une vie d'équilibre au lieu de l'épuisement professionnel, cessant de courir après des choses qui n'étaient pas faites pour moi. Je me suis inscrite à un cours d'art le week-end et j'ai renoué avec d'anciens amis, dont Nathan, le gars que j'avais rencontré à La Réunion. Nous ne nous sommes pas liés par des promesses ou des attentes. Juste des après-midi tranquilles et une simple camaraderie entre deux personnes qui appréciaient la paix. Je ne prenais plus de nouvelles de Tyler. Mais la vie a une étrange façon de vous donner des nouvelles des gens qui en sont sortis. Un après-midi de début d'automne, j'ai croisé Lana dans une librairie d'occasion. Après quelques salutations décontractées, elle s'est penchée et a chuchoté, « Tu n'as rien entendu à propos de Tyler, n'est-ce pas ?» J'ai secoué légèrement la tête. Orisa cherche un avocat pour son divorce. J'ai haussé un sourcil, sans surprise. On dit que Tyler a encore trompé, a continué Lana, avec une nouvelle recrue dans l'entreprise de sa femme. Marissa a découvert ça il y a 3 mois, mais elle a gardé le silence pour le bien de l'enfant. L'enfant? Ai-je demandé, leur fille. Elle a presque 3 ans maintenant. Mais ça empire. Lana m'a montré une capture d'écran d'une amie dans un groupe de parents de maternelle. Il y a une nouvelle fille dans la classe. Sa mère a eu une chirurgie esthétique complète. D'une manière ou d'une autre, les enfants l'ont découvert et ont commencé à la taquiner, en disant « Ta mère était moche avant ». La pauvre a pleuré toute la semaine. J'ai fixé le message, le cœur lourd. Même si Tyler ou Marissa ne m'importaient plus, penser à une enfant harcelée pour des choix qui n'étaient pas les siens a brisé quelque chose en moi. Tristesse, colère, les deux. Marissa regrette d'avoir eu le bébé, a ajouté Lana. Elle pensait que l'enfant hériterait de sa beauté post-chirurgie, mais il est maintenant évident que la fille porte les gènes originaux. Je n'ai rien dit car honnêtement, il n'y avait plus rien à dire. Tyler et Marissa avaient autrefois choisi une version de la vie scintillante, bâtie sur des illusions de beauté, de statut et de contrôle. Mais au final, ce qui ne pouvait être caché est le passé, la vérité et la manière dont ils traitaient les autres est ce qui est apparu le plus clairement lorsqu'ils ont eu un enfant. Je suis retourné à mon après-midi, j'ai acheté un petit croissant à la boulangerie et je suis rentré à pied chez moi en traversant le parc où la lumière dorée filtrait à travers les herbes. Ma vie n'a plus de drame, pas de rebondissement majeur, mais elle a un rythme,
une autonomie et une plénitude que je pensais ne jamais atteindre. Parfois, je repense encore à ce que j'ai traversé. 8 ans de mariage, un divorce soudain, une trahison éhontée, et le démasquage derrière tout ce maquillage impeccable. Mais je ne ressens plus d'amertume. Je ressens de la gratitude car cet effondrement m'a donné la chance de renaître. Non pas en quelqu'un de nouveau, mais en moi-même. Pas de compromis, pas d'évitement, pas de simulation d'être bien. Si quelqu'un me demandait un jour si j'ai pardonné à Tyler, je sourirais probablement et dirais, je n'ai besoin de pardonner à personne. J'ai juste besoin de vivre en accord avec moi-même. Et pour la première fois depuis des années, je peux le dire sans hésitation. L'histoire d'Isabella est un rappel que les apparences peuvent tromper le monde, mais le temps révèle toujours la vérité. Lorsqu'elle a été trahie et rejetée pour ne pas être parfaite, elle n'a pas cherché à se venger ni à mendier une explication. Elle est partie tranquillement et a reconstruit sa vie de l'intérieur. Au final, ceux que y vivaient un mensonge ont dû faire face aux conséquences qu'ils avaient créées. Tandis qu'Isabella a trouvé la liberté, la paix et son vrai moi, quelque chose qu'aucune quantité de chirurgie esthétique n'aurait jamais pu acheter. Que pensez-vous des choix d'Isabella et de la chute de ceux qui ont vécu un mensonge? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes et surprenantes sur la famille.